hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. On est verni avec Isabelle Emmerich qui travaille la laque, un matériau à la technique énigmatique qui traverse les âges. D'Azzaro à sa marque MX Paris, Maxime Simoins jongle entre tendances urbaines et tenues de soirée. The show must go on. De la géométrie et des inspirations florales, c'est bien là la touch de l'art déco. Un courant à découvrir au cœur de la capitale. Connaît une coupe afro, de longs cheveux lisses ou un bol à la Jeanne d'Arc, il ira de Paris en turbane toutes les têtes. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est point de vue. Les enfants scotchés devant la tablette, non merci. Les 4 jeunes créateurs de l'Uni encouragent le développement de l'imagination chez les enfants grâce à ce drôle de rectangle bleu. Il permet d'inventer ses propres histoires en choisissant des lieux, des objets et des personnages. C'est vous qui décidez si, à la fin de votre conte, le dragon devient végétarien ou non. Que ce soit seul avec des collègues ou les copains, pour grignoter, discuter ou même pour travailler, la Bicoque est un espace de coworking à Bordeaux où les possibilités sont nombreuses. On adore la déco mi-vintage, mi-scandinave et les acai bowls qu'ils proposent. Mais nous, sans mentir, on y va surtout pour faire baver de jalousie nos followers sur Instagram. Avec Humanissime, on devient un explorateur du corps humain grâce à des petits filtres de couleurs différents. On distingue les os, le système nerveux et plein d'autres choses étranges. Les dessins sont envoûtants et les couleurs pop, exactement le genre de bouquin qu'on meurt d'envie de voler à nos chères têtes blondes. Stéphane et Laura, les 2 créateurs de Yeah Studio, baignent dans l'encre de Chine et celle de tatouage. Leur univers est une sorte de smoothie géant où l'on aurait mis manga, tattoo, gaming et pop culture. On ressort une délicieuse série de t-shirts, sérigraphies et même des pins. Alors on choisit quoi? Le dino qui mange des nouilles? Isabelle nous emporte dans un univers tout en transparence. Des œuvres asiatiques ou créations contemporaines, la laque ne cesse d'émerveiller. Transparence, limpidité, cette étrange matière qui ferait presque penser à un miroir d'eau s'appelle la laque. Et c'est dans son atelier qu'Isabelle Emmerich la travaille depuis plus de 40 ans. Si auparavant elle faisait de la rénovation de mobilier, aujourd'hui Isabelle pense et façonne des tableaux et autres objets décoratifs. Moi, ce qui m'a tellement plu dans la laque, c'est d'abord l'odeur. J'adore cette odeur, j'adore l'odeur de la térébenthine. Et la laque, il y a quelque chose de totalement mystérieux. Parce que quand on voit une laque, on se doute bien qu'il y a quelque chose en dessous. Et ce dessous, c'est du temps. Et c'est compliqué le temps. La technique de la laque vient d'Asie, mais elle arrive en Europe avec les débuts du commerce et connaît un véritable engouement. Ne sachant rien des techniques de la laque asiatique, 2 vernisseurs, les frères Martin, décident de copier la laque et donnent naissance à la laque européenne. Ces frères Martin ont inventé un vernis à base d'huile, à base de résine. Et donc on a une laque, mais on va plutôt appeler ça un vernis, donc qui a créé ce style et qui est le style donc de la laque européenne. Et moi, c'est celle que je pratique. Pour ses œuvres, elle utilise la laque européenne qui lui permet de travailler différents types de couleurs qu'elle crée en mélangeant des pigments au vernis. Mais de la laque, il en existe de plusieurs sortes. En fait, il y a plusieurs matières de laque. La laque d'origine asiatique, donc l'extrait de sève. Ensuite, nous avons les vernis gras qui sont à base d'essence et d'huile. Et ensuite, donc, les laques hydrosolubles, donc à base d'eau. Le choix de la laque appartient donc aux envies du laqueur et de ses travaux. En regardant les œuvres d'Isabelle, on ne comprend pas tout de suite la complexité de la laque. Pour donner de la couleur et pouvoir incruster les décors, elle choisit de travailler couche par couche. Elle peint, attend que ça sèche et repeint par-dessus avant de poncer. Là, je cherche à ce que la matière soit très présente, très forte. Et c'est ce qui va créer justement ces effets un peu particuliers de couches les unes dans les autres. C'est intéressant. Une fois fini, Isabelle va devoir attendre que la couche sèche pour la poncer et revenir mettre une nouvelle couche de couleur par-dessus. Le choix des couleurs a donc son importance dans la finalité de l'œuvre. J'ai fait un dripping noir que j'ai incrusté dans des couches de rouge et que j'ai poncé. Et donc là, c'est plan.
Alors que là, on était sur quelque chose qui présentait un relief. Une fois que j'ai poncé et mis tout à niveau, je vais mettre des couches de vernis incolore qui vont préparer la surface pour le décor. Et le décor se fait de plusieurs manières, avec de la gravure ou encore à l'aide de métaux précieux, comme dans la laque asiatique, qui vont apporter de la lumière dans cette transparence finale. Pour cela, Isabelle utilise de la feuille d'or ou encore des poudres de métaux. Vient ensuite les finitions, et pour obtenir cet effet de transparence et brillance, il va falloir travailler la matière, voire même la bichonner jusqu'à ce qu'elle brille. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, j'ai commencé les finitions, c'est-à-dire que j'ai mis des couches de vernis incolore et c'est brillant. L'étape d'après, ça sera de le rendre mat pour pouvoir recommencer une couche de vernis brillant. Et je vais faire ça 4 fois. À la 4e couche, je vais attendre au moins une semaine pour polir, rendre mat, pour à nouveau lustrer, le lustre, pour que ça soit brillant. Les œuvres d'Isabelle sont vendues à des particuliers ou des décorateurs. Et si elle travaille parfois sur commande, toutes les idées viennent du maître d'art et de sa source d'inspiration. Oh, c'est la vie. C'est la vie, hein. C'est les voyages. Moi, je voyage beaucoup. En même temps, c'est un continuum sur le décor que j'aime bien poursuivre et que j'exprime au travers d'histoires à chaque fois différentes. Quand on regarde mon travail sur 40 ans, c'est ma vie. De l'Asie à l'Europe, la laque a traversé les siècles en gardant toujours son scintillement. À la tête d'une grande maison de couture ou sur les bancs créatifs de sa marque, Maxime Simoins réinvente chaque jour la mode pour notre plus grand plaisir. C'est un enfant prodige de la mode. À seulement 34 ans, le créateur Maxime Simoins a déjà écrit plusieurs chapitres dans sa carrière. Sorti d'école en 2006, il lance sa propre maison 3 ans plus tard. Beyoncé, Mélanie Laurent, Blake Lively, les grandes stars adoptent ces silhouettes géométriques et sophistiquées. Tout va très vite pour le jeune couturier. Et depuis l'année dernière, il a même enfilé le costume de directeur artistique de la célèbre maison Azzaro. La première fois qu'ils m'ont approché, c'était en 2010. J'étais autonome dans ma marque, tout allait très bien. J'avais pas forcément envie de travailler pour d'autres marques. Là, l'envie était différente. L'idée, c'était de garder la couture, puisqu'ils refaisaient en fait de la couture depuis 2-3 ans. Donc de garder cet ADN couture, qui est quand même l'ADN aussi historique de la maison. Et de renouveler le prêt-à-porter qui avait été délaissé à l'époque justement de Vanessa Seward. Donc de recréer une ligne de prêt-à-porter féminine plus luxe et aussi une ligne de prêt-à-porter masculine qui n'existait pas jusqu'à présent, qui n'avait même jamais existé. Azzaro, c'est un héritage furieusement glamour. La maison a habillé les tapis rouges mais a aussi connu des passages à vide. Une mission pour Maxime, réveiller la belle endormie. Alors mon style à moi, avant, on va dire que c'était très graphique, structuré, élégant, sophistiqué. Là, justement, chez Azzaro, c'est très sur la brillance et un côté aussi très flou, que je n'avais pas du tout non plus abordé chez moi à la fin. Donc là, vraiment, c'est des nouveaux terrains pour moi de jeu. Et Maxime apporte son impertinence à la collection, jusqu'à confondre le vestiaire homme et femme. J'avais pas envie d'avoir un homme très viril, masculin, et une femme très féminine. Je trouvais ça assez cliché et assez daté. Donc comme la contrainte était là, et que l'homme à Azzaro est forcément un homme très brillant, voilà, et que là, dans le cadre de la couture, il faut que ce soit d'autant plus brillant, je trouvais intéressant de justement rendre le genre un peu poreux, que la femme emprunte les pièces de son compagnon et que l'homme puisse aussi récupérer les pièces de la femme.
Ironie du sort, les podiums ne suffisent pas au créateur. Il veut aussi voir ses créations portées sur les terrasses de café. En 2016, il lance sa propre marque de prêt-à-porter masculin, à la fois sportive, urbaine et ultra contemporaine. C'est aussi peut-être, à travers l'univers masculin, une manière de créer mon vestiaire. Je m'habille avec mes vêtements, je les vis, donc ça veut dire que je ressens justement la manière dont je les porte, le côté utile que je n'avais pas du tout exploré à la femme, puisque c'était une notion où justement c'était plus un côté, une projection un peu fantasmée de la femme. Sa prochaine collection reprend les codes du jeu vidéo. Mais ne croyez pas que Maxime est resté coincé en enfance. C'est quelqu'un qui peut être assez intimidant, au premier abord, qui peut être assez froid, parce qu'il sait ce qu'il veut, donc il peut être vraiment, voilà, il a une idée bien préconçue de ce qu'il veut faire. Mais ensuite, c'est quelqu'un de très, je trouve, très doux, très à l'écoute, et je trouve assez flexible en fait. Hein. Il n'est pas si dur que ça, mais il sait ce qu'il veut. Il est jeune, mais il est talentueux, donc voilà. Il paraît que la valeur n'atteint pas le nombre des années. Avec Maxime, on n'en doute plus. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, là où il y a la mode homme, Oui. Maxime Simons. Vous n'étiez pas du tout destiné à faire de la mode. Au départ, c'était le cinéma. Ouais. Comment vous avez eu un déclic? C'est venu, on va dire, à un moment charnière où justement je m'inscrivais dans cette école de cinéma. Et de manière concomitante, vraiment, je suis allé à un concert de Madonna. Et dans le programme du concert, il y avait les croquis de Jean-Paul Gaultier. Et je me suis dit, ah, voilà, ça me parle parce qu'en même temps, ça allie la narration d'un personnage, on va dire, bon, dans le costume plus spécifiquement, et un côté très créatif directement. Tout est allé très vite. Une fois que vous avez trouvé votre vocation, c'était parti. Ouais, en fait, j'aime assez me mettre des buts. Et entre autres, le premier, c'est, ayant eu un coup de foudre pour les croquis de Jean-Paul, c'était de travailler un jour pour Jean-Paul Gaultier. Et les choses se sont faites au fur et à mesure. J'ai postulé à 2 reprises. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, j'ai fait une lettre de motivation improbable sous forme de corset, reprenant tous les codes de la maison Gaultier. Et finalement, j'ai été accepté. Il n'y avait pas que Jean-Paul Gaultier, il y avait aussi Elisab, il y avait Par la suite, Balenciaga. ouais. Du coup, vous avez voulu accumuler les expériences très différentes. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces années-là? Chacun de ces créateurs, ils avaient tous des particularités dans la manière de créer et même dans le fonctionnement. Et donc ça m'a vraiment aidé justement à construire après, par la suite, ma maison. Est-ce que ça vous aide aussi aujourd'hui pour la maison Azzaro? On vous demande de garder les codes de la maison, très glam, très années 70, mais en même temps d'apporter de la modernité, votre propre style. Oui. Oui, après c'est justement ça le challenge de cette maison. On m'a redemandé de relancer et le prêt-à-porter femme, Homme. garder la couture et lancer le prêt-à-porter homme en interne, plus rebriefer toutes les licences. Donc en termes de travail, c'est énorme. Puisque, Comment vous faites? Comment je fais? J'essaye d'être le plus efficace possible. Donc il faut avoir des idées et être le plus précis. Le plus précis, le plus carré. Alors comme je suis d'un tempérament assez carré et structuré, ça aide. Parce que c'est quand même, au total, il y a 4 collections en interne et 8 collections en externe par saison. Donc ça fait quand même... ça fait beaucoup. Ça fait 12 collections par saison. Donc c'est plus la mienne, donc ça fait 13, donc 26 par an, c'est pas mal. Alors justement, quelle est la vision pour votre MX, votre maison Alors, mode c'est pas la homme? même. C'est pas du tout la même. Non, je voulais justement pas confondre les deux. D'abord, l'homme à Azzaro, c'est toujours l'homme de la nuit, donc après, on va essayer de le rendre de plus en plus jour. Mais chez moi, c'est un homme urbain. Donc, c'est un homme de la ville qui a envie d'avoir un vestiaire aussi bien pour aller travailler que pour le week-end. Et en tant que créateur,
j'avais pas non plus envie de créer une marque bête de mode. Et j'avais aussi envie que ça reste abordable, pas que ce soit justement cette target de prix qui est très élevé comme les maisons de luxe. Donc c'est tout un jeu justement entre la fabrication et la création. Maxime, vous vous accordez des temps de réflexion et je trouve ça assez extraordinaire. C'est votre façon de vous régénérer aussi? Ouais. Oui, j'ai besoin de pouvoir m'inspirer, de faire un break. Et ce temps, il est important parce qu'il permet d'ancrer les choses. C'est-à-dire, si on est trop dans la précipitation, parce que c'est quand même ça notre métier, on est toujours Vous êtes beaucoup sous pression. On est beaucoup sous pression, tous les 6 mois, faut pondre des collections. Moi, j'appelle même plus ça dessiner, faut débiter, quoi. Donc, si on n'a pas au moins ce mois... Oui, même d'avoir un peu de recul. D'avoir du recul, d'analyser, de comprendre ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on veut. C'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. C'est comme dans sa vie personnelle. Quand on est noyé dans le quotidien, on n'a plus de recul. Merci beaucoup. Merci Maxime. Année folle et architecture impressionnante, oui, vous êtes bien à Paris pour un voyage au cœur des arts déco. Et c'est le repérage du jour. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré chaque recoin de la capitale en version art déco. Les années folles, ce sont les années des cafés, du jazz et du music-hall. Une époque de fête et de faste où le style art déco règne en maître. Le béton, c'est la nouvelle référence des architectes et les rues parisiennes deviennent leur terrain de jeu. Sur les grands boulevards, la mythique salle de cinéma du Grand Rex donne des airs d'Hollywood à Paris. Et les stars se produisent dans des théâtres décorés à la dernière mode. La voix de la diva Yvonne Printemps résonne encore sur la scène de la Michaudière. Direction tout de suite le musée des arts décoratifs. L'endroit incontournable pour devenir incollable sur le sujet. Des pièces entières de l'époque art déco y sont reconstituées. L'appartement de la célèbre couturière Jeanne Lanvin, par exemple, ou un bureau-bibliothèque créé pour l'exposition internationale de 1925. L'art déco est alors à son zénith. La Seconde Guerre mondiale se charge d'y mettre un coup d'arrêt. Quant aux origines du mouvement, elles sont plus anciennes qu'il n'y paraît. Pendant très longtemps, on a pensé que la guerre de 14-18 avait été une rupture. Et on expliquait qu'il y avait eu l'Art Nouveau avant la guerre et qu'après, il y avait eu l'Art Déco qui était apparu comme ça, soudainement. Or, on s'est rendu compte que non, c'était pas ça, que l'Art Déco était déjà en germe dans les années 1910. Entre Art Nouveau et Art Déco, la confusion est fréquente. Mais visiteurs du musée, vous ne ferez plus jamais l'erreur. L'Art Nouveau est très naturaliste, utilise dans le mobilier des bois indigènes, c'est-à-dire du noyer, du poirier. Donc on a des meubles sculptés avec des motifs végétaux. Tandis que pour l'Art Déco, on va avoir de l'ébénisterie, c'est-à-dire des bois exotiques qui vont être plaqués, des formes qui sont très très droites, très architecturées. Les roses et les couleurs vives du début des années 20 sont vite délaissées et des matériaux modernes s'imposent. Un tube métallique n'a franchement rien de glamour et pourtant, son utilisation va révolutionner le design français et international. Dans le 14e arrondissement, un créateur art déco fait encore parler de lui. Jean Perzel a imaginé des lampes uniques et son petit-neveu aujourd'hui continue de fabriquer ses modèles des années 20. Là, je vous présente une lampe incontournable de la collection Perzel, un petit bijou de 1926-27. C'est une lampe qui peut déployer ses ailes. Donc, vous avez des battants qui s'ouvrent pour élargir le faisceau de lumière. Des lampes ingénieuses, car à l'époque, l'artisan d'art a une idée en tête, dompter la lumière électrique.
Les femmes pouvaient se voir dans un miroir de façon normale, elles se voyaient avec des couleurs chaleureuses, les couleurs étaient naturelles, et de là, effectivement, c'est un vrai confort, c'est une avant-garde. Sa renommée l'a conduit à éclairer le luxueux paquebot Normandie, un palace flottant. Au sous-sol, les compagnons travaillent comme des diamantaires. Leur façon de faire a plus d'1 siècle. Chaque compagnon est autonome. Par exemple, un bronzier peut entièrement construire sa structure, son ossature de A à Z. Il a plusieurs métiers en un. Une seule lampe demande des dizaines d'heures de travail, une œuvre d'art aussi précieuse qu'un bijou. L'éclat de l'art déco n'est pas près de s'éteindre dans la capitale. Turbans aux accents indiens ou africains avec une touche moderne, ce sont les créations d'Indira de Paris, des turbans qui nous font tourner la tête. S'évader du quotidien et se rêver en égyptienne, jamaïcaine, indienne ou encore californienne, c'est désormais possible en un tour de main. C'est en février 2016 que Katia Vega, blogueuse ingénieuse, lance la marque Indira de Paris. Destinée à toutes celles qui ne savent pas se nouer un foulard sur la tête, ces accessoires de mode ludiques et pratiques réenchantent le quotidien. Indira de Paris, c'est une marque de turbans innovants qui permettent d'attacher un turban en 30 secondes, même quand on est nul. C'est le turban pour les nuls. Motifs vitaminés, finition ajourée, wax, jersey ultra coloré se coiffent avec une étonnante facilité. Katia nous explique pourquoi. Moi personnellement, j'ai jamais su attacher un foulard et c'est vraiment en voyant sur YouTube qu'il y avait énormément de tutoriels sur les foulards que je me suis dit que j'étais peut-être pas la seule et qu'il fallait peut-être faire quelque chose pour faciliter la vie à toutes les filles qui étaient comme moi. Après des études de psychologie, Katia largue les amarres pour donner vie à son univers décalé. Depuis, elle fait et défait ses envies qui parleront aux nuls, mais pas que. On a plusieurs modèles avec différents systèmes d'attache. Par exemple, on a l'africaine, qui est un turban flexible, c'est-à-dire qu'il y a des tiges d'aluminium à l'intérieur. Donc une fois qu'on l'a enfilé, on va pouvoir, grâce aux tiges d'aluminium, sculpter une forme à l'avant. L'indienne, qui est un turban à scratch. Là, c'est encore plus facile parce qu'une fois qu'on l'a croisé, on n'a plus qu'à scratcher. La parisienne, d'inspiration vraiment plus rétro, c'est un turban avec une coque à l'avant. Donc une fois qu'on l'a enfilé, on l'attache 2 fois et on remet la coque dans un passant qui est prévu exprès. Ces turbans-là, ils sont faits à partir de foulards carrés qui sont fabriqués en Italie. On retravaille ces foulards en turban dans notre atelier à Clichy. Cette touche à tout sélectionne les tissus, assemble les matières et les textures pour un look vraiment unique. On utilise plusieurs types de tissus. Donc on va avoir du coton, que ce soit du wax ou du coton plus fin. Par exemple du coton à pois, on a du coton imprimé un peu satiné. On va utiliser aussi du polyester, par exemple du polyester plissé, du wool pitch, qui est du tissu un peu lisse et souple comme ça. On va utiliser aussi du twill de polyester, c'est-à-dire c'est du polyester assez fin, un peu comme de la soie, avec des petites stries dessus qui donnent une petite texture. On utilise aussi du velours. Il y a beaucoup de tissus qui vont être déclinés dans tous les modèles, mais par exemple le tissu plissé, comme ça, qui est très souple, on ne va pas le faire en africaine parce qu'il n'est pas suffisamment rigide. Il y a une contrainte de tissu et il y a une contrainte de style. Véritable ingénieure du foulard, elle invente des systèmes d'attache novateurs pour des modèles simples et ludiques. Je vais commencer à réfléchir au système d'attache qui sera le plus approprié, au tissu qui va le mieux tomber avec cet attaché. Et une fois que j'ai à peu près des pistes, je vais tout simplement commencer à expérimenter. Donc je vais faire un premier patronage, un premier prototype. Donc pour fabriquer un turban, on part d'un patron en papier qu'on pose sur le tissu. Ensuite, on découpe le tissu et on passe à la phase de montage, c'est-à-dire qu'on va assembler le tissu. On fait à peu près 4 collections par an, donc ça fait 120 par an. Je pense qu'on a fait à peu près 240 modèles différents depuis le début. Rétro, chic, bohème, ethnique, et si on lui demandait de définir le style de ses créations?
J'aime bien quand dans la mode, il y a un côté second degré. Et moi, ce que j'aime, c'est jouer avec les codes, prendre un peu d'un style, un peu d'un autre et mélanger le tout. Audacieuses et colorées, les créations d'Indira de Paris sont un passeport capillaire pour voyager, sans s'arracher les cheveux, bien sûr. Version française est déjà terminée, on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye.